Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct pour la semaine éco, le rendez-vous économique hebdomadaire de Canal Algérie. Alors ce soir, nous allons parler du statut de l'auto-entrepreneur. C'est un statut qui est très attendu par certaines catégories de métiers dont le profil n'est pas défini par les affiliations professionnelles conventionnelles, comme le registre de commerce du CNRC. Aujourd'hui, il y a l'agence de l'auto-entrepreneur, l'ANAE, qui chapeaute le lancement de l'opération d'inscription pour l'obtention de cette carte de l'auto-entrepreneur dès le 20 janvier en cours. Et nous allons en parler ce soir justement avec mes invités que je vous présente tout de suite. Alors, d'abord, à ma gauche, Monsieur Nordine Waddah, vous êtes directeur des startups et des structures d'appui au ministère de l'économie, de la connaissance des startups et de la micro-entreprise. Merci, Monsieur Waddah, d'être avec nous ce soir. Salam alaikum, merci. Monsieur Brahim Gnouzi, vous êtes enseignant et économiste. Merci également d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de l'invitation. Et puis avec nous également Dr Mohamed Achir, enseignant économiste et consultant d'émission. Merci Monsieur Achir d'être avec nous pour cette émission qui est consacrée, je le rappelle, à l'auto-entrepreneur et ce statut qui a été longtemps attendu par nos jeunes. Et avant de parler et avant de rentrer dans le débat sur cette thématique, il faut revenir aussi sur l'importance particulière que revêt donc ce statut pour les professionnels exerçant des activités libérales et les auto-entrepreneurs en Algérie. La mise en place de ces initiatives, il faut le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la loi numéro 22-23 du 18 décembre 2022. Elle établit le statut, bien sûr, de l'auto-entrepreneur. C'est une législation qui a été complétée par 2 décrets exécutifs datés du 25 mai 2023. On revient en image avec Amel Bouakba. Du nouveau pour l'écosystème entrepreneurial. L'inscription pour l'obtention de la carte de l'auto-entrepreneur sera possible dans les prochains jours. Une activité initiée par la loi de décembre 2022 portant statut de l'auto-entrepreneur et dont les textes d'application ont été publiés en mai 2023. La plateforme d'inscription sera lancée officiellement le 20 janvier 2024, anae.dz. C'est un système d'enregistrement 100% numérisé et que l'auto-entrepreneur, dès la demande jusqu'à la réception de la carte, il n'a pas à voir ni à se déplacer jusqu'à la réception de sa carte au niveau des services postaux de sa résidence. Concernant les conditions exigées pour bénéficier de cette carte de l'auto-entrepreneur, 3 conditions essentielles. La première, c'est que le demandeur du statut d'auto-entrepreneur doit avoir l'âge de travail selon la réglementation en vigueur. Il doit résider en Algérie, donc qu'il soit algérien, qu'il soit étranger, avec les conditions aussi d'exercice d'une activité en Algérie selon la réglementation en vigueur et qu'il exerce une activité parmi les activités cernées par le statut d'auto-entrepreneur. Donc l'auto-entrepreneur est interdit d'employer des gens, il doit exercer lui seul son activité et mettre en avant son savoir-faire pour prester auprès des personnes. Ça va des activités du numérique, de l'expertise, de la formation, jusqu'à l'aide à la personne et jusqu'à toutes les activités liées à l'audiovisuel et qui s'exercent à titre volontaire. Parmi les avantages, pas besoin de registre de commerce pour se lancer. On lui facilite la tâche en lui excluant de l'obligation de l'inscription au registre de commerce. Il aura droit avec cette activité d'exercer dans un espace de coworking ou chez lui. Son activité pourrait être domiciliée même dans son adresse personnelle. Il aura droit à la création d'un compte bancaire commercial qui lui permettra, dans le cadre des activités d'exportation d'activités à l'international, de couvrir, de recevoir ses dus et de pouvoir contracter avec les clients, avec aussi un système fiscal très avantageux à travers l'application de l'EFU, du principe de l'EFU, un taux de 0,5% selon la loi de finances 2024. Sont exclus de la liste les professions libérales telles que les médecins et les avocats, les activités réglementées ainsi que les artistes. Voilà, donc pour revenir un peu sur le statut, avec tous ces détails qui ont été donnés dans ce reportage, on en parle un peu plus dans le détail avec mes invités. D'abord avec M. Nordine Waddah. Le statut de l'auto-entrepreneur, selon la loi, il vient répondre à quel besoin ?
En fait, je pense que l'essentiel a été dit dans votre reportage, mais ce qui est important, c'est que aujourd'hui dans le marché, on a besoin de plus en plus de compétences. Et ces compétences évoluent de manière très rapide. Et donc ces compétences-là, elles ont besoin d'être identifiées, valorisées, et puis surtout avoir un cadre réglementaire flexible, très facile à utiliser, pour que le secteur économique puisse utiliser ces compétences et tirer profit. On parle d'une économie de la connaissance, et en fait, la base d'une économie de la connaissance, c'est le savoir, c'est le facteur humain. Et donc, en fait, ce statut vient compléter le cadre réglementaire qui existe pour les autres activités, afin de donner la chance à de nouveaux métiers très facilement d'être sur le marché, d'être opérationnel et pouvoir exercer avec des entreprises publiques. On est en train de parler d'une forme d'adaptabilité par rapport à peut-être des gaps juridiques. En fait, ce sont deux aspects différents. Le premier, c'est des activités qui jusqu'à maintenant n'avaient pas trouvé probablement les bonnes conditions dans d'autres statuts qui ne sont pas commerçants, donc il n'y a pas besoin de registre de commerce. C'est des métiers nouveaux, donc ils ne peuvent pas être dans l'artisanal. Et donc ces métiers-là, ça d'être d'un côté. De l'autre côté, c'est que ces métiers évoluent tellement vite qu'on a besoin de créer un cadre flexible et rapidement adaptable. Et l'auto-entrepreneur aujourd'hui, ça a été dit dans votre reportage, il y a une première liste des activités, mais qui peut être très rapidement mise à jour selon l'évolution du marché et l'évolution du besoin. On parlera des métiers tout à l'heure. Si vous permettez, je vous pose la question à M. Gendouzi. Le statut de l'auto-entrepreneur, c'est une nouveauté dans notre pays. Vous, en tant qu'économiste, est-ce que vous remarquez cette évolution et qu'est-ce qu'elle va apporter pour le marché de l'emploi en Algérie ? Alors, tout d'abord, il y a la problématique de l'emploi qui est prise en considération. Deuxièmement, le travail individuel existe, il a toujours existé. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de statut juridique jusqu'à aujourd'hui. Certains travaillent pour leur propre compte en noir, d'autres travaillent dans des statuts, disons, un peu difficiles, donc non sécurisés, ils travaillent 1 mois, 2 mois, 6 mois et puis se retrouvent au chômage. Donc ce nouveau statut de l'auto-entrepreneur, c'est une nouveauté. Et il faut veiller à ce qu'il soit bien mis en application parce que c'est intéressant pour les jeunes. Il y a 2 verrous qui ont été levés et qui ont souvent empêché beaucoup de jeunes de travailler. C'est l'inscription au registre commerce, donc c'est levé. Ça a été un obstacle pour beaucoup de professionnels. C'était un obstacle énorme. Oui. Et deuxième obstacle, c'est un local commercial. Donc maintenant, c'est levé. Quelqu'un peut travailler chez lui ou dans un local commun. Ces 2 verrous sont essentiels pour cette activité de l'auto-entrepreneur. Maintenant, il y a d'autres aspects. C'est encourager l'entrepreneuriat, l'initiative individuelle. Il faut la donner aux jeunes. Il y en a beaucoup qui ont des métiers maintenant, qui ont des formations universitaires ou des formations professionnelles ou qui se sont formés eux-mêmes grâce à Internet maintenant et qui peuvent exercer une activité qui leur donne de quoi vivre. Et troisièmement, beaucoup d'activités qui s'inscrivent dans le paradigme de l'économie de la connaissance trouveront peut-être, grâce à ce statut de l'auto-entrepreneur, le mécanisme juridique pour lequel ils peuvent exercer leur savoir-faire et leur talent. Mohamed Achir, l'auto-entrepreneur. Oui, je complète un peu ce qu'il vient d'expliquer M. Gendouzi. Donc, il s'inscrit davantage dans cette, dans cette politique de création d'emplois et même d'inclusion. Donc, c'est un facteur qui va permettre quand même de l'inclusion. L'inclusion, cela veut dire donc qu'il y a de l'inclusion à la fois sociale et économique, mais pas tout à fait social au sens d'assistanat, bien entendu, mais c'est un outil qui permettra de formaliser un certain nombre d'activités qui s'exercent dans l'informel, peut-être, ou peut-être aussi pour institutionnaliser plutôt des activités qui ne sont pas encore, qui ne trouvent pas encore un cadre juridique adéquat. Il faut faire la différenciation. Hein. C'est-à-dire qu'on parle bien sûr de l'informel, mais en même temps, ce sont des métiers nouveaux qui veulent trouver leur place. Très bien, c'est ça. Oui. Parce que, comme il a été bien souligné par mes amis, donc il y a une évolution rapide de l'économie. L'économie de la connaissance, il y a la dématérialisation des métiers actuellement.
Il y a des activités de sous-traitance très importantes qu'on peut faire à distance parce qu'il y a toute une logique économique d'internationalisation, surtout des services. Donc avec un système adapté permettant la flexibilité de création de l'entreprise, d'un auto-entrepreneur, permettant aussi une certaine flexibilité dans le statut, c'est-à-dire une négociation directe entre l'auto-entrepreneur et le demandeur d'un service, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Et j'ai dit que même la tendance au niveau des multinationales, c'est de recruter des compétences chez eux. Parce qu'il y a toute une logique des coûts aussi, et dans le marketing, dans l'informatique, dans les réseaux, la gestion des réseaux, etc. Donc cela, donc ce statut d'auto-entrepreneur va permettre justement d'institutionnaliser et de trouver ce cadre adéquat, flexible, pour répondre à un besoin. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres activités aussi dans ce statut d'auto-entrepreneur qu'on va formaliser réellement parce que les gens travaillent, mais sans sécurité sociale, sans payer les impôts, sans formaliser leurs transactions, sans compte bancaire, etc. Monsieur Nourdine Waddah, j'aimerais vous poser la question par rapport à l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur qui a été installée, bien sûr, dans le cadre de la mise en place de ce statut. On avait entendu sur le reportage sur toutes les facilitations qui vont être offertes à ces désireux d'avoir ce statut justement en matière de facilitation administrative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour nos téléspectateurs qui... Je vous donne l'exemple, j'aspire à avoir le statut d'entrepreneur, qu'est-ce que je dois faire d'ici le 20 janvier? Alors très simple, le 20 janvier, allez sur ana1.dz et vous avez trouvé toutes les procédures, toutes les facilités pour pouvoir vous déclarer, donner vos informations et puis comprendre quel est le processus pour recevoir la carte à domicile. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que le processus est 100% en ligne, il y a zéro papier et c'est déclaratif. C'est-à-dire que l'auto-entrepreneur va rentrer sur ana1.dz et donner les informations personnelles et professionnelles et puis suivre un certain nombre d'étapes pour donner les informations par rapport à son domicile et le type de métier qu'il va le faire, les activités parmi la liste. Et puis le processus va se déclencher pour la fabrication de la carte et la livraison de la carte à domicile. Le processus en tout, cela prendra combien de temps? Ça va prendre quelques jours. Il faut s'attendre à ce qu'au début qu'il y ait un rush, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on estime que le nombre d'auto-entrepreneurs en Algérie est en centaines de milliers, et c'est ce qui est très important et intéressant pour nous, parce qu'il faut imaginer que c'est des centaines de milliers de compétences et de métiers dont l'économie en a besoin. Jusqu'à maintenant, ces centaines de milliers étaient plus bénéfiques pour des entreprises étrangères, pour des opérateurs économiques étrangers qu'algériens. Aujourd'hui, on va leur ouvrir la porte grande pour que l'économie nationale puisse bénéficier de ces compétences. C'est pour ça qu'on a mis un process très flexible, 100% en ligne, sans aucun déplacement, sans aucun document à déposer. Et puis, on va faire notre effort pour qu'en quelques jours, la carte arrive chez l'auto-entrepreneur intéressé pour qu'il puisse commencer son activité de manière la plus normale du monde sur le marché du travail. Donc une fois qu'il aura sa carte, il pourra commencer à exercer. Bien sûr, il va y avoir quelques étapes d'adaptabilité par rapport à l'utilisation de cette carte, on l'imagine. C'est clair. En fait, l'auto-entrepreneur, c'est une entité nouvelle sur le marché économique en Algérie. Et donc, les institutions, les entreprises ont un effort d'adaptation à faire pour trouver des mécanismes, pour adopter juste leur procédure de fonctionnement habituelle qui est utilisée avec les entreprises ou les entités morales. Aujourd'hui, ils vont pouvoir contracter, ils vont pouvoir passer des contrats, ils vont pouvoir acheter du service et d'un entrepreneur qui est une personne physique individuelle. Et donc, je pense qu'on va attendre à ce qu'il y ait un temps d'adaptation, surtout de l'écosystème, mais je pense que ces entrepreneurs, ils sont déjà sur le marché international et aujourd'hui, on va les avoir sur le marché national. Très bien. Monsieur Gendouzi, la facilité de traitement des dossiers, elle est importante aujourd'hui. Ça va très très vite. Vous en pensez quoi? On donne un délai de 3 jours pour traiter les dossiers en moyenne. C'est ce que vous avez dit, c'est ce qui est stipulé sur le texte de loi. En fin de compte, ce n'est pas cet aspect qui est le plus dominant parce qu'avec une plateforme électronique, en une semaine ou 10 jours, le jeune recevra sa carte d'auto-entrepreneur. La question qui se pose, c'est beaucoup plus par rapport à la réaction de l'écosystème, des entreprises. Et je pense qu'il y a un argument de taille. Il y a aussi
cet obstacle qui a été dressé notamment par rapport au registre de commerce, c'est-à-dire que le registre de commerce représentait pour ces jeunes-là un véritable obstacle. Aujourd'hui, cette plateforme, il faut aussi en parler. C'est très important de dire aussi que cette facilité d'accession justement à ce statut est tout aussi importante. Cela apportera d'abord, avant d'aller vers l'écosystème, d'apporter un réel encouragement pour ces jeunes. Je pense qu'avec la plateforme, la prise en charge sera totale, puisqu'il suffit de s'inscrire à une petite étude en ligne du dossier et la question est réglée. Maintenant, c'est l'initiative individuelle qui est libérée. Donc, quelqu'un qui se sent rassuré avec une carte d'auto-entrepreneur qui peut mettre une semaine, 10 jours, voire 20 jours ou un mois, une fois qu'il a la carte, c'est l'initiative individuelle qui est libérée. L'avantage, c'est qu'il pourra acquérir une expérience professionnelle parce qu'il y a énormément de jeunes qui sortent de la formation professionnelle, qui sortent de l'université et qui n'ont aucune expérience professionnelle pour disons, candidater à un travail dans une entreprise. Donc, l'auto-entrepreneur peut lui donner cette expérience professionnelle. Deuxièmement, l'entreprise peut recruter un jeune qui a une carte d'auto-entrepreneur et il ne sera pas dans le travail au noir parce qu'il est déclaré à la sécurité sociale. Il a une carte, donc juridiquement, la règle du jeu est respectée. Et donc, beaucoup d'entreprises trouveront leur compte. Au lieu de recruter quelqu'un permanent, ils peuvent recourir au service d'un jeune. Une semaine, 10 jours, s'ils ont besoin de. Maintenant, je sais qu'il y a la question de l'écosystème qui vous tient à cœur. Ben voilà, donc j'aimerais avoir votre avis sur la question aussi. Donc, je pense que ça va évoluer normalement sur un certain nombre de spécialités qui existent dans le décret de 2023. Je pense tout ce qui concerne les services numériques, services à l'entreprise, les services de l'audiovisuel, je pense que ça peut marcher puisqu'il y a une forte demande dans l'économie nationale. Les entreprises trouveront leur compte. Au lieu d'avoir du personnel à plein temps, peuvent recourir à titre de sous-traitance ou à titre de travail, disons, limité dans le temps, à certaines spécialités qui sont, disons, véhiculées par des jeunes. On imagine peut-être qu'une entreprise fait appel à une personne physique, c'est-à-dire un prestataire de service, signer un contrat, et puis fournir le service, et puis voilà, c'est une Parce que le jeune, la contrainte, le jeune, il est couvert par la sécurité sociale, donc ce ne sera pas un travail au noir. Donc l'entreprise, elle est totalement Donc c'est des perspectives nouvelles aussi pour beaucoup d'entreprises qui... C'est de ce côté-là qu'il faut voir ce nouveau mécanisme d'auto-entrepreneur. Mohamed Achir, par rapport à l'écosystème, je vous pose la question aussi. Est-ce qu'il y a un travail d'adaptabilité qui va prendre du temps ou alors c'est une aubaine pour beaucoup d'entreprises? On en parlait il y a un instant. L'écosystème va connaître une période d'apprentissage. Et des expériences, des retours d'expérience. Donc, même l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur doit prendre en compte certainement quelques éventuellement difficultés, quelques insuffisances, mais aussi il faut une approche intersectorielle de façon à intégrer tous les secteurs, le secteur bancaire par exemple, le secteur de la sécurité sociale, parce qu'il y a toute une interopérabilité des plateformes. Parce que sinon aussi, on peut s'attendre un peu éventuellement à des confusions. J'aimerais juste apporter une précision, si vous le permettez. M. Nordin confirmera peut-être ce que je vais dire, c'est que l'agence est composée d'un conseil d'administration qui regroupe justement des représentants de plusieurs secteurs et que ça permettra justement cette interopérabilité dont vous parlez. Mais sur le terrain aussi. Je ne me trompe pas, M. Nordin. Exactement, c'est ce que j'allais dire. En fait, si nous, on s'engage à ce que le porteur, l'entrepreneur, puisse uniquement s'inscrire sur une plateforme et avoir sa carte, c'est que nous avons assuré derrière toute l'interopérabilité avec tous les autres services. Donc nous avons mené des discussions longues et on a travaillé en collaboration avec les finances, avec les impôts, avec la sécurité sociale pour pouvoir dire aujourd'hui qu'un entrepreneur, il a un guichet unique qui en a un point des aides. Et ça, c'est quelque chose qu'on assure de manière très efficace avec tous les autres départements ministériels. Monsieur Achir? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. L'apprentissage se fera dans le temps et il y aura des retours et des va-et-vient entre la réalité sur le terrain et entre les résultats déjà réalisés parce que l'auto-entrepreneur,
on l'a dit, même les activités ne sont pas définies déjà. Bon, on définit bien sûr une liste. Et après, il y a les grands axes qui ont été définis avec des domaines de métier, si je ne me trompe pas. Et puis on aura il y a des domaines qui sont définis déjà, après des activités aussi. Donc il y aura un tri par rapport pour éviter des chevauchements avec les métiers de l'artisanat, avec des professions libérales, etc. Mais après aussi, il y a des universitaires, on a environ 250 000 à 300 000 diplômés annuellement, des spécialités différentes, mais aussi des idées qu'on peut en avoir. On peut s'inspirer des idées de l'étranger par rapport à des services, des nouveaux services, surtout dans les nouvelles technologies d'information, dans la sous-traitance aux entreprises. Donc tout ça, ça va faire évoluer aussi les idées de projets qui vont être portées par les auto-entrepreneurs. Parce que fondamentalement, on est dans l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, il évolue vite. Et puis, l'entrepreneuriat, c'est la capacité d'un porteur de projet de saisir des opportunités. Et ces opportunités, elles évoluent en fonction d'évolution des besoins, que ce soit de la sphère de production ou bien des services. Donc tout ça, ça va évoluer. Et c'est le système, bien entendu, il est paramétré maintenant, mais il est appelé certainement à évoluer. Et surtout la question d'internationalisation, etc., la question des contrats. Et puis, il y a aussi, même la loi, il le dit, la 22-23, par rapport au basculement après dans le régime général, c'est-à-dire au registre de commerce. Si ça évolue, si le chiffre d'affaires évolue de manière exponentielle. Si vous me permettez justement, vous me tendez la perche pour parler justement des domaines de métier. Ça nous intéresse. Vous avez fait bien sûr un travail de statistiques. Il y a pratiquement 100 000 demandeurs justement qui aspirent à avoir ce statut. Donc il y a déjà une existence de porteurs de projets et de métiers qui n'attendent que le statut juridique pour pouvoir exercer. Alors, ces 7 domaines, on en citera, bien sûr, on les citera tous, puisqu'on en a l'occasion. Donc, c'est d'abord le conseil, l'expertise et formation, services numériques, les activités connexes, les prestations à domicile, services à la personne, les services de loisirs et de récréation, et puis les services aux entreprises, ainsi que les services culturels, de communication et d'audiovisuel. Donc, ça, ce sont des domaines. On est bien d'accord, chaque domaine comportera bien sûr plusieurs métiers. La question par rapport justement au comité qui devra statuer justement sur l'acceptation d'un statut pour telle personne. Est-ce que les statuts, plutôt les métiers, sont appelés à évoluer avec le temps? En fait, c'est une très bonne question. En fait, quand on a conçu la loi, on a pris les parties les plus évolutives et on les a extraits de la loi pour que ce soit dans des textes beaucoup plus légers. C'est ce qui a été dit dans votre reportage. La loi, la 22-23, a donné les principes généraux et puis des décrets d'application qui sont sortis en mai 2023 qui ont donné les détails. Et donc, si on va à la liste des activités, c'est dans un décret. Et on sait très bien qu'un décret, on peut très facilement le changer en quelques semaines. Donc, en fait, c'est une nomenclature des métiers que vous avez ? C'est une nomenclature sur les 7 familles que vous avez citées, avec quelques centaines de métiers. Mais on sait pertinemment que ces métiers, ils sont appelés à évoluer. Donc, c'est pour ça que, de conception, on a préféré mettre la liste dans un décret pour qu'on puisse très facilement s'adapter à la demande de marché. La même chose pour le seuil, où on a évité de mettre le seuil à l'intérieur de la loi pour que ce soit évolutif et qu'on puisse modifier le seuil d'une année à une autre. Quand vous parlez du seuil, on parle de quel seuil précisément ? Le seuil par rapport au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que nous allons d'une année à une autre, nous avons de l'inflation, nous avons l'évolution de la monnaie, et donc on ne peut pas imaginer de mettre le chiffre figé dans une loi. Et donc ça a été, encore une fois, dans la conception de la loi, d'essayer d'être le plus flexible possible. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup pour dire qu'on a essayé de mettre un cadre de loi nouveau, mais très très flexible et très évolutif. Et c'est à l'image de ces métiers-là qui sont sur le marché. Est-ce qu'on peut donner des exemples de certains métiers qui seraient éventuellement candidats pour le statut d'auto-entrepreneur, par exemple ? Probablement, les exemples, il y en a beaucoup. Mais on peut citer probablement les plus récents, c'est les gestionnaires de réseaux sociaux.
Donc si les webmasters, si on revient, c'est pas les webmasters. Les webmasters, c'est la gestion informatique. Merci de nous. Si on revient 10 ans en avant, il n'y avait pas une personne dans une entreprise qui gère une page d'un réseau social. Parce que les réseaux sociaux n'existaient même pas, ou bien les réseaux sociaux n'avaient pas cette influence sur le business. Aujourd'hui, community manager, c'est un métier central dans une entreprise, sur le plan marketing. Community manager. Exactement. Ça, c'est juste un exemple. Je vous donne un autre exemple. Depuis l'apparition de l'IA générative, à ce jour, des dizaines de nouveaux métiers qui sont apparus dont aucune université n'a le cursus. Alors que les jeunes, comme l'a dit le professeur, les jeunes peuvent très rapidement apprendre, s'adapter, voir ce qui se passe à l'étranger et devenir compétitifs à l'international. Et donc ces jeunes-là, on ne va pas attendre qu'une université confectionne un diplôme de Bac plus 5 pour qu'on puisse les reconnaître et les mettre sur le marché. Je pose une question qui me vient juste avec ce que vous venez de déclarer sur la déclaration que doit faire par exemple un candidat au statut auto-entrepreneur. Dans la déclaration, est-ce que justement son savoir-faire, vous parlez d'un domaine qui ne nécessite pas de diplôme. Est-ce que c'est fixé sur sa propre déclaration? Est-ce qu'aujourd'hui, on délivre un titre d'auto-entrepreneur à une personne, par exemple, qui maîtrise un domaine et qui n'a pas forcément le diplôme pour? En fait, on ne dit pas que le diplôme n'est pas nécessaire. Le diplôme, c'est toujours un plus. Mais aujourd'hui, ces métiers évoluent tellement vite que la vitesse d'évolution de l'université ne peut pas conquérir avec la vitesse d'évolution de la technologie. Et donc, dans tous les pays du monde, et ce que je vous dis, c'est un challenge dans tous les pays du monde, où nous avons des technologies ou des techniques qui avancent beaucoup plus rapidement que ce que peut avancer l'université ou le centre de recherche. Et donc, en fait, les compétences s'adaptent beaucoup plus rapidement que le fait de mettre un cursus à l'intérieur de l'université et de créer un diplôme. Je vous parle du statut. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple... Le statut est déclaratif, pour être Il ça. est déclaratif. On l'a dit dans cette émission et je le souligne. Le statut est 100% en ligne, purement déclaratif, très flexible et très facilement évolutif. On a essayé, parce qu'il faudra commencer. Il faut être très important. Au début, il faut commencer avec un mécanisme qui est le plus souple possible, le plus attractif possible. Maintenant, comme Achir l'a souligné, ce mécanisme est appelé à s'adapter de plus en plus en fonction du nombre d'adhérents, en fonction de la qualité des adhérents et encore une fois, en fonction de l'évolution du marché. Et laissons le marché juger. Nous, on va donner des cartes à des entrepreneurs sur une déclaration. Maintenant, le vrai juge, c'est le marché. C'est-à-dire que c'est le marché qui va sélectionner entre celui qui est compétent, celui qui est efficace et celui qui peut être bon pour l'économie du pays. Donc, je vous dis, laissons le marché juger comme ça se fait. Bien sûr, il y a bien sûr la mesure de résiliation aussi du statut qui est aussi prévue par la loi. On en parlera tout à l'heure. Monsieur Ghannouchi, justement, par rapport au métier, est-ce que ce statut de l'auto-entrepreneur va représenter cette alternative ultime pour beaucoup de jeunes, des jeunes et des moins jeunes, qui exercent des métiers tous les jours et qui voient leurs droits peut-être bafoués, peut-être pas bafoués, mais leurs droits peut-être mal exploités, notamment la couverture sociale, peut-être? Peut-être la couverture sociale est importante parce que beaucoup de jeunes cherchent une couverture sociale, être inscrit à la sécurité sociale. Mais j'ai une question peut-être à poser à M. Ouaddar, c'est que est-ce qu'une personne qui est déjà en activité dans une entreprise ou une administration qui a accumulé un savoir-faire et que tout d'un coup voudrait avoir une autre activité, donc est-ce qu'il a droit avec ce statut d'auto-entrepreneur? Alors, la réponse est oui. Pourquoi? J'ai commencé cette émission en disant que nous avons besoin de mobiliser toutes les compétences. Et franchement, la compétence n'est pas liée à l'âge, n'est pas liée à la géographie, n'est pas liée à un diplôme. La compétence, c'est la compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'économie de la connaissance, les compétences, c'est la ressource la plus difficile à trouver, la plus rare. Et toutes les économies du monde se battent pour attirer les compétences, pour identifier les compétences, pour valoriser les compétences. Donc la réponse est tout simplement oui, parce que toute compétence qui peut apporter quelque chose à l'économie, elle est la bienvenue. Donc celui qui est en activité, celui qui va être en retraite, celui qui est à l'étranger, un Algérien à l'étranger, et donc qui peut justifier une résidence en Algérie, peut aussi prétendre à une carte d'auto-entrepreneur. Alors
Alors, La réponse, est-ce qu'elle vous convient? Justement, c'est ce qui est intéressant dans cet aspect-là, parce que les compétences, justement, sont la ressource rare dans les entreprises et qu'il va y avoir un marché de compétences qui va se former progressivement et que, justement, ça va mobiliser un certain nombre de jeunes pour des apprentissages. Et des moins jeunes aussi. Hein. Et les moins jeunes. Parce que l'apprentissage, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hein. Les jeunes, parce que c'est ceux qui arrivent sur le marché du travail pour la première fois. C'est cela la frange qui est intéressante par ce statut, parce qu'ils vont avoir cette expérience pour pouvoir évoluer. Et dans tous les cas, le statut d'auto-entrepreneur donne l'ouverture vers d'autres activités beaucoup plus importantes. Pourquoi pas devenir start-up, pourquoi pas ouvrir une entreprise, recruter du personnel, etc. Évoluer. Donc, évoluer. Donc, l'ouverture est totalement autorisée par ce statut. Ce qui est nécessaire, c'est mobiliser tout d'abord les compétences, parce que nous sommes dans une économie qui fonctionne maintenant avec la compétence et l'innovation, la recherche de talent. Et deuxièmement, donner la possibilité à des jeunes de pouvoir s'exprimer, de prendre l'initiative et d'aller vers cette logique de l'auto-entrepreneuriat. Parce que dans notre pays, il y a un déficit en matière d'entrepreneuriat dans tous les cas. Monsieur Achir, pose la question aussi. Oui, donc, de toute façon, c'est une fenêtre de plus qui est ouverte pour des diplômés, et même pour ceux qui ont une compétence quelque part. Donc, c'est une chance pour s'inscrire dans un projet qui ne va pas s'arrêter peut-être seulement à 5 millions de dinars comme chiffre d'affaires, hein, et c'est-à-dire parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, on doit avoir cette ambition, on doit avoir cette, c'est-à-dire on ne doit pas se contenter seulement d'une activité ou bien des revenus, mais on doit y aller au-delà. Donc il y a cette persévérance et il y a cette volonté de réussir, etc. Donc ça, c'est déjà, quand on donne cette occasion déjà, avec un statut très simplifié d'auto-entrepreneur, en quelque sorte, on offre cette occasion de faire sortir une personne dans, disons, du chômage, ou bien de... Peut-être pas, hein, peut-être quelqu'un qui est déjà en activité, oui. Bien sûr, bien entendu, ceux qui sont en activité, qui veulent changer de statut, peut-être qu'il est dans la fonction publique, il peut avoir éventuellement un congé sans solde, il peut tenter sa chance dans l'auto-entrepreneuriat, ou bien c'est-à-dire un ouvrier dans une entreprise, etc., qui a une compétence. Donc ça donne, et puis même, j'ai dit tout à l'heure, il y a l'aspect social aussi. Hein. Donc cette fenêtre-là, elle donne une chance quand même, surtout quand on voit le domaine de service à domicile. Donc ça donne quand même beaucoup de chances à beaucoup de femmes qui ont des compétences dans des différents domaines pour faire de la prestation de service à domicile. Par exemple, assistance oui. Dans les aides ménagères, dans les services de psychologie, par exemple, d'assistance psychologique, et tout ça. Donc, je pense, bon, j'ai pas vu la nomenclature en tout cas des métiers, mais si je prends, en me basant seulement sur le principe, quand on parle de domaine service à domicile, donc on peut faire de l'inclusion des femmes dans plusieurs métiers et leur offrir justement cette occasion d'être auto-entrepreneur, d'avoir un revenu. Donc c'est une question sociale, c'est une question économique, c'est une question de dignité aussi, parce qu'il y a quand une personne travaille, donc elle a sa dignité. Donc l'impact, il est très important, très très important. Monsieur Roda ? Oui, en fait, Rachel a utilisé un mot très important qui est inclusion. On a besoin d'inclure les compétences, mais aussi une inclusion financière, à ne pas négliger. Donc une inclusion financière dans le sens où une partie de ces activités qui se faisaient dans l'informel, aujourd'hui, elle va être bancarisée. On a l'un des points importants, ça a été souligné dans le reportage par Mme Justement, c'est la question qui arrive justement par rapport au fait qu'au-delà des conditions d'éligibilité à ce statut, il y a aussi toutes les conditions qui sont réunies pour que l'auto-entrepreneur puisse s'exercer dans une forme de transparence totale. Exactement. En fait, l'un des aspects importants de l'auto-entrepreneur, c'est qu'aujourd'hui, il va avoir droit à un compte bancaire professionnel. Et donc, il va être dans le circuit financier. Donc là, on parle d'inclusion financière. Aussi, en fait, je vous le dis, on a parlé de l'écosystème qui doit s'adapter, mais aussi on doit aussi parler d'une partie de l'écosystème qui va se réjouir.
Je m'explique. Aujourd'hui, les startups utilisent les freelancers depuis des années. Ils l'utilisent et ils souffrent en utilisant les freelancers. Parce qu'il n'y a pas un cadre réglementaire clair. Et ils passent par des entreprises, ils font toute une gymnastique. Parfois peut-être par l'informel, voilà. Ça arrive. Donc aujourd'hui, les startups, elles vont être très contentes pour dire, pour une fois, moi j'utilise un freelancer et je le fais rentrer dans mes charges. Je le fais dans mon bilan. La facture, elle est là, il peut facturer. Et donc en fait, il y a une traçabilité. Il y a une traçabilité, il y a aussi un aspect très important qui est inclusion. Inclusion financière, inclusion économique, inclusion de compétences. Ça, c'est très important. Et donc, ce point-là, il va aussi jouer en faveur de l'écosystème de manière générale et de l'économie du pays, parce qu'on va avoir un flux de trésorerie qui n'est pas négligeable, qui va être traçable. Et ce flux de trésorerie aussi, il est en devise, pas uniquement en monnaie locale. Également en devise. Voilà. Monsieur Gundouzi, le travail de la banque maintenant, par rapport justement, est-ce que les banques aujourd'hui sont dans cette logique d'accompagner justement ces activités et bien sûr créer tout cet écosystème pour aider justement l'auto-entrepreneur à avoir une activité, on va dire, légale d'abord, mais aussi transparente et aussi bénéfique pour l'économie nationale. C'est toute cette compétence qui est mise à profit aussi, comme le disait à l'instant M. Wadah, ces circuits financiers qui deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus clairs. Tout d'abord, la question de la bancarité est importante puisque chaque jeune qui est auto-entrepreneur a droit à un compte commercial. Donc la bancarisation est un élément fondamental justement et on cherche à ce qu'il y ait une bancarisation assez avancée. Deuxièmement, il peut y avoir une contrainte par rapport à la banque, c'est qu'en tant qu'individu, la question du financement est posée et je pense que dans le nouveau texte sur l'auto-entrepreneur, la question du financement est élaguée, n'a pas été prise en considération et que la difficulté résidera donc par conséquent sur l'accès à un financement. Il n'y a pas de mécanisme, disons, assez avancé, développé sur le microcrédit en Algérie. C'est une question intéressante. Je pense que cet aspect-là va y avoir une évolution peut-être. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a éventuellement, la question a été posée par rapport à un auto-entrepreneur qui aurait besoin éventuellement de se développer dans sa profession et d'acquérir peut-être un crédit au niveau de la banque? Alors, ce qu'on a prévu dans le statut, c'est que l'entrepreneur a le droit à un compte professionnel. Et donc, il va être un client de la banque. Et ce sera un client comme tous les autres. Un client de la banque, donc il est là pour ouvrir un compte, recevoir son argent et puis utiliser tous les services connexes. Et donc, encore une fois, on revient probablement à ce qu'on a dit en début d'émission, où aujourd'hui, l'écosystème va accueillir ce nouveau entrant qui va être amplement positif pour l'économie, mais il y a un effort à faire sur les procédures pour prendre en charge cet aspect qui est nouveau dans notre économie. Et je pense que les circuits financiers ont tout intérêt à s'adapter très rapidement parce que généralement ces jeunes-là, ils sont assez dynamiques, ils sont très rapides et ils ont besoin de réactivité. Encore une fois, c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place un moyen très flexible, smart et puis complètement en ligne parce qu'on sait très bien que cette nouvelle génération, qui est majoritaire dans ce statut-là, est une génération qui est très aguerrie à la technologie et ses aspirations sont très hautes. Et donc il faudrait que aussi, et je rejoins ce que vous avez dit par rapport aux institutions bancaires ou autres, on a besoin d'une réactivité sur cet aspect-là pour pouvoir être synchronisé avec le lancement de ce nouveau statut. Parce que ça va trop vite. Oui, ça va trop vite. Et que les banques, j'imagine que les banques aussi doivent s'adapter à ce statut, M. Gundouzi. Oui, les banques doivent s'adapter, sauf que le type de banque que nous avons, elle finance beaucoup plus des investissements de PME, de grandes entreprises. Et donc cette niche qui existe dans ce nouveau statut qui peut avoir besoin de financement aura la difficulté d'accéder au crédit bancaire puisque les banques sont connues des fois pour donner du crédit, elles exigent des garanties et un individu auto-entrepreneur n'aura pas facilement de l'argent pour démarrer son activité. Maintenant, on peut contourner évidemment. Un individu peut accéder à une banque dans un financement du type crédit à la consommation. Ça c'est un contournement. C'est un contournement, mais financer une activité commerciale ou une activité importante,
la banque hésiterait, sauf si il va y avoir des filiales de banques spécialisées dans le microcrédit. Dans ce cas, je pense que la solution serait trouvée. Ne se posera pas. Monsieur Achir, vous êtes du même avis? Oui, bien sûr. Donc, parce que déjà, ça rentre dans le cadre de la modernisation du système bancaire algérien. Et ça rentre dans le cadre de la diversification des produits du système bancaire, des banques. Donc il faut davantage aller vers la microfinance, la microassurance, les microcrédits. Et créer cet écosystème justement adapté à la micro-entreprise. Parce que quand on est dans l'auto-entrepreneur, on est un peu dans la famille de la micro-entreprise. Hein, c'est ça. Même si nous sommes un seul salarié. Oui. Et on a une entreprise individuelle, hein, oui. Et ça existait déjà. Donc, on est dans cette famille de la micro-entreprise. D'ailleurs, peut-être que l'évolution prochaine, bon, je le dis comme ça à titre d'analyse citoyen, va basculer dans la micro-entreprise au sens général. Parce que quand on dit la micro-entreprise, ça englobe déjà plusieurs activités. Et c'est cette micro-entreprise qui est justement financée par des modes de financement adaptés. C'est la microfinance, microassurance pour l'assurance, ou bien le microcrédit. Je vous donne juste un exemple, même pour l'auto-entrepreneur, par exemple. Surtout si on parle maintenant des nouvelles activités qui sont dans la prestation de services, des nouvelles technologies, conception industrielle, par exemple. Un auto-entrepreneur, il est ingénieur, master, mais il a besoin d'un ordinateur avec une capacité très importante qui coûte 300 000 dinars. Et là, le savoir-faire, il a des idées, etc. Mais comment faire pour avoir cet équipement, bien sûr, cet outil indispensable pour pouvoir réaliser ces conceptions, ces études et se faire facturer par une entreprise éventuellement étrangère. Donc, il a un besoin de financement d'une petite activité. C'est un auto-entrepreneur qui a besoin d'un microfinancement. Donc c'est pour cette raison, je l'ai dit tout à l'heure, même M. Wadah il a dit, donc il y a cette évolution qui est attendue pour un écosystème cadré avec l'auto-entrepreneur, ou même, pourquoi pas, un statut pour la micro-entreprise, et ça va régler même éventuellement des problèmes de chevauchement des activités. Alors, si vous me permettez, en parlant d'inclusion tout à l'heure, vous l'évoquiez notamment pour les secteurs bancaires, il y a aussi l'inclusion fiscale, même si le taux de fiscalité est considéré comme le plus bas du marché, 0,5% selon la loi de finances 2024. Est-ce que le taux de régime d'impôt forfaitaire unique qui est appliqué au chiffre d'affaires des auto-entrepreneurs, est-ce qu'il est appelé à évoluer peut-être dans les prochaines années, ou alors c'est un taux qui va être fixé sur les 3 prochaines années d'exercice? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette démarche? En fait, encore une fois, la démarche est très inclusive. Le taux est pratiquement symbolique. Pourquoi? Parce que, en fait, encore une fois, on a besoin de ces compétences-là. C'est nous qui avons besoin. Donc le mot d'ordre, c'est la compétence. Récupérer la compétence. L'économie nationale a besoin de ces compétences, pour qu'on soit clair. Maintenant, on a intérêt à attirer ces compétences et à leur donner un cadre qui leur permette de s'épanouir et de vraiment prester dans les meilleures conditions de manière la plus simple. Maintenant, Achir a parlé de l'évolution attendue du secteur bancaire et permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Allez. En 2023, la loi monétaire a été révisée d'une manière profonde. Et je pense que cette révision, c'est un signal fort que le circuit financier est appelé à s'adapter à l'évolution très rapide de l'économie mondiale et de l'économie algérienne en même temps. Donc, les textes d'application qui vont accompagner cette loi sont très très attendus par l'écosystème. Ça, c'est un point très important. Les textes d'application qui parlent de la Payment Service Provider, qui parlent du dinar digital, donc toutes ces évolutions, financement participatif, le financement participatif qui vient d'être lancé il y a quelques semaines de cela. Et en fait, ces évolutions-là, elles doivent avancer en parallèle avec le statut d'entrepreneur et avec tout ce qui se passe en parallèle dans l'écosystème économique ou même l'écosystème d'innovation en Algérie. Et donc, ce qui est important, c'est qu'encore une fois, en fait, il faut voir que c'est des ingrédients qu'on doit rassembler et l'ensemble de ces ingrédients va pouvoir donner un souffle nouveau à l'économie nationale. Est-ce que je comprends bien ce que vous dites un texte d'application sur la loi monétaire pourrait venir peut-être
Oui. donner cette... Encore faire accélérer le process. Accélérer le processus pour l'auto-entrepreneur, notamment en matière d'acquisition d'un crédit. On imagine que c'est compliqué pour un auto-entrepreneur de souscrire, par exemple, un prêt bancaire pour faire évoluer son métier, parce qu'il faudra des garanties, bien sûr, vous en parliez tout à l'heure. Mais avec un texte d'application, on pourrait aller sur des taux peut-être moins importants que pour une entreprise, mais qui permettrait à ce jeune entrepreneur, auto-entrepreneur, d'évoluer et financièrement, ça va l'aider aussi à faire évoluer sa profession? Alors, si on raisonne avec une logique purement économique, on parle de centaines de milliers de compétences et donc d'entités, on va dire d'entrepreneurs qui vont devoir avoir besoin d'un compte. Donc, imaginez cette part de marché qu'on est en train de créer dans le circuit financier. Et donc, je pense que n'importe quel opérateur économique va se dire c'est une opportunité qui se présente pour moi. Il y a des centaines de milliers d'individus qui vont être sur le marché et qui ont besoin, c'est Achir a souligné, ils ont besoin de financement, ils ont besoin d'assurance, ils vont avoir des comptes. Ça représente aussi un profit pour les banques. Bien sûr. Il faut être... donc il faudra, ça veut dire que, encore une fois, on n'a pas besoin de leur indiquer quelle est l'opportunité. C'est le marché qui le demande. Pour le marché. Et donc, tous les intervenants dans le marché doivent voir ça comme une opportunité, d'une manière ou d'une autre. Sur le plan compétence, sur le plan fiscal, sur le plan client par rapport aux banques. Donc tout ça, c'est une opportunité. Maintenant, celui qui va être le premier sur le marché et proposer quelque chose qui s'adapte, eh ben, il prendra une part de cette opportunité. C'est le marché qui va décider, hein, si on est bien d'accord. Encore une fois, c'est le marché qui le met au juge. Qui le met en juge, exactement. Alors, je reviens avec vous sur la question du taux d'imposition. C'est une mesure d'encouragement exceptionnelle qui a été décidée. On est bien d'accord? Tout à fait, parce que la loi de finances 2023, c'était 5%. Loi de finances 2024, 0,5%. Donc une évolution énorme. En fin de compte, dans ce nouveau mécanisme, ce n'est pas la fiscalité qui est mise en avant. On est bien d'accord. C'est juste permettre à des personnes physiques d'être fiscalisées, même si c'est symboliquement parlant, d'avoir une couverture sociale, donc inscrire la sécurité sociale, c'est important aussi, de disposer d'un compte bancaire commercial parce qu'il faut facturer, on reçoit de l'argent, c'est la bancabilité. Juste une précision, la sécurité sociale, c'est la CASNOS. La CASNOS, oui. Donc la cotisation se fera au niveau de la CASNOS comme les métiers libéraux. Comme tous les autres métiers privatisés. Et puis, je pense que ce nouveau règlement lié à l'auto-entrepreneur va créer une nouvelle dynamique en termes de revenus. Parce que quelqu'un qui travaille dans une administration, une institution qui touche 35 000 dinars par mois ou 40 000 dinars, il peut dire c'est insuffisant, je travaille 8 heures par jour, il peut donc basculer dans l'auto-entrepreneur, il travaillera à sa manière, avec son propre rythme, et peut-être il va espérer gagner plus. Et ça va ouvrir de nouvelles perspectives en termes d'emploi, notamment l'aspect emploi féminin est très important chez nous parce que c'est une opportunité pour les femmes d'exercer un emploi sans avoir besoin d'un local d'abord. Un local, etc. Il y a un autre aspect par rapport à la banque. Effectivement, il peut y avoir une dimension sur ce qu'on appelle un portefeuille de clientèle. La banque, souvent, veut élargir son portefeuille de clientèle. Et donc, s'il y a une masse de jeunes qui se manifestent dans le cadre de ce régime auto-entrepreneur, ça peut intéresser des banques et trouver des nouveaux produits financiers qui leur correspondent. C'est aux banques de prendre l'initiative à ce moment-là. Très bien. Monsieur Achir? Oui, c'est le marché. D'abord la question sur la fiscalité. Oui, revenir sur la fiscalité, je pense, ce qui est attendu davantage, ou bien dans la politique, parce qu'on est dans une politique publique. Donc il y a des priorités dans la politique publique. Je pense que la priorité, c'est l'emploi. C'est l'inclusion, oui, comme il a dit M. Wada, c'est de garder ses compétences aussi. Hein. C'est de créer quand même un cadre pour ces compétences, valoriser leurs compétences en créant des entreprises individuelles ou bien en devenant des auto-entrepreneurs. Vous savez qu'il y a un pays européen, il a créé presque 2 millions d'emplois avec ce statut d'auto-entrepreneur. Donc cela veut dire que vraiment ça fait de la création d'emplois massive. Hein. Donc c'est ça qui est, c'est-à-dire
l'objectif principal, à mon avis, des politiques publiques, c'est ça, c'est cette création d'emplois. Et puis, quand il est auto-entrepreneur, il est déjà sur les rails de développer une grande entreprise, une start-up, pourquoi pas. Donc, parce qu'il s'inscrit déjà dans la logique entrepreneuriale, dans le travail entrepreneurial. Donc, l'objectif après, il ne va pas rester avec un chiffre d'affaires de 5 millions de dinars. Donc, il y a des activités peut-être qui vont devenir des grandes entreprises. C'est-à-dire qu'il va évoluer, il va se transformer, bien sûr. Tout à fait, on le met sur les rails de l'entrepreneuriat. Après, il va évoluer, il va connaître d'abord un peu le marché et il va faire valoir ses compétences et l'apprentissage. Et c'est pour ça aussi il faut des financements pour pouvoir aussi mettre en valeur ses compétences et agrandir son entreprise et puis passer au régime général. Et à ce moment-là, bien entendu, il va payer la fiscalité. Donc, c'est la collectivité qui va en bénéficier aussi. Donc, c'est un processus graduel qui va permettre... Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais, avec vous, nous redonner un peu le rendez-vous. Donc, rendez-vous 20 janvier. Sur la plateforme, vous pouvez la rappeler? Oui, anae.dz le 20 janvier. L'anae.dz le 20 janvier, donc c'est ouvert. Bon, on imaginera qu'il va y avoir un rush terrible le 20 janvier, donc il faut aller avec beaucoup de patience, il faut y aller sur cette plateforme. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Nordine Wadah, vous êtes directeur des startups et des structures d'appui au ministère de l'économie et de la connaissance des startups et des micro-entreprises. Merci d'avoir été avec nous avoir expliqué ce statut de l'auto-entrepreneur que beaucoup de personnes attendent. Merci encore une fois. Monsieur Brahim Gendouzi, enseignant et économiste, merci, Monsieur Gendouzi, pour vos éclairages, pour ce statut également. Et puis, Dr Mohamed Achir, enseignant économiste et consultant d'émission, merci encore une fois d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. À la semaine prochaine.